Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Tout d'abord, moi, je tiens à dire que je vais me positionner plus sur comment on réfléchit d'un point de vue collectif en tant qu'interprofession par rapport à toutes ces dimensions dont l'environnement est une étude. D'abord, rappeler que faire le lien entre la recherche telle qu'elle a été présentée aujourd'hui et à une application pratico-pratique dans la vie de tous les jours, ce n'est pas quelque chose d'aisé au niveau de l'entreprise et c'est encore moins aisé au niveau collectif. Donc, dans le contexte général des discussions qu'on a eues, je partirai des EGA, des États généraux de l'alimentation, qui ont fait quand même l'objet de nombreux débats de la part des pouvoirs publics, avec deux phases. Une première phase qui était plutôt sur le rééquilibrage des relations au sein de la filière, premier groupe de travaux, et le deuxième qui était plutôt sur la durabilité avec une dimension environnementale. Je ne ferai pas de commentaires quant aux résultats concrets issus de ces réflexions au niveau des pouvoirs publics. Il y a une loi, on peut en penser ce qu'on veut. Nous, au niveau des professionnels et de l'interprofession, les travaux des EGA se sont traduits par une demande expresse de la part des pouvoirs publics de faire un plan de filière dans lequel on se tenait de proposer un certain nombre d'évolutions, de travaux pour répondre à un certain nombre de problématiques, dont les attentes sociétales. Donc, le plan de filière, nous ne l'avons pas pris, nous, je parle au nom des professionnels de la filière, comme étant une obligation de résultat posée sur la table, mais bien l'élaboration d'une feuille de route des sujets que nous devions traiter et comment nous pouvions améliorer les choses au sein de notre filière. Alors, avant d'arriver sur le plan de filière, je rappellerai simplement que on nous taxe souvent de ne pas aller assez vite sur beaucoup de sujets, dont l'environnement. Mais je dirais que d'un point de vue économique, la filière porcine et plus particulièrement les éleveurs de porc ont quand même été dans une situation économique un peu compliquée sur les 10 dernières années, même s'il y a eu une fenêtre un peu plus clémente en 2016-2017, et qu'on a été pas mal mobilisé sur le plan collectif sur les aspects sanitaires, notamment avec la FPA, la fièvre porcine africaine sur le front belge, et ensuite par le Covid, puisqu'on est encore en pleine crise Covid, étant donné ce qui se passe. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne se désintéresse pas du reste, mais on a que deux bras et une tête, et donc sur la mobilisation, c'est un peu compliqué. Après, d'un point de vue professionnel, avant de venir plus spécifiquement sur la partie environnementale, j'aurais envie de dire qu'on est un peu montré du doigt sur plein de sujets et on est sur la thématique Yaka Faucon. Donc dans les Yaka Faucon, il y a Yaka Faucon sur le bien-être, Yaka Faucon sur l'énergie, Yaka Faucon sur le social, Yaka Faucon sur l'environnement, Yaka Faucon sur la consommation d'eau. Donc c'est vrai que dans la perception des professionnels, c'est de dire ok, on peut nous demander une obligation de résultat, mais quand on fait un bilan global de tout ça, ça demande des efforts assez conséquents. Et dans le plan de filière, le premier chapitre qui a été demandé par les professionnels, c'est de dire on peut nous mettre face à nos responsabilités et c'est tout à fait légitime parce qu'on a des réponses à apporter, notamment aux attentes sociétales. Mais il ne faut pas perdre de vue que si on n'arrive pas à un équilibre économique, ça ne sert à rien de s'invectiver et sur des obligations d'évolution si on n'arrive pas à trouver aussi cet équilibre économique. Donc je rappellerai deux choses, c'est qu'au niveau de la filière porcine française, nous importons 35% de nos besoins, principalement d'autres pays européens. Alors on pourra parler de l'Allemagne, on pourrait parler de l'Espagne, mais on a quand même 35% de notre matière première qui vient plutôt d'autres pays. Ensuite, je me dois de parler de l'équilibre carcasse. Parce qu'un cochon, c'est pas une pomme. Un cochon, c'est une carcasse de 95 kilos. Et derrière, on a plus de 1200 pièces qui sont vendues sorties abattoirs, sans parler ensuite de tout ce qui est produit de charcuterie. Et une des difficultés qu'on a, et on l'a notamment sur la partie segmentation de marché, signe officiel de qualité, c'est quand on demande un effort pour pouvoir évoluer sur un certain nombre de pratiques, le fait de pouvoir le répercuter sur toutes les pièces est un exercice qui n'est pas aisé. Et donc, on le voit sur les filières bio, on le voit sur les filières label rouge, on le voit sur toutes les filières qualité. Donc, c'est un exercice qui est quand même compliqué. Donc, nous, dans notre approche, autre point, toujours pour avoir une lisibilité collective, nous avons au sein d'Inaport un suivi des barquettes qui sont vendues dans les magasins, les GMS, tout ce qui est en libre service. Et on a répertorié un peu toutes les démarches qui étaient faites par toutes les entreprises françaises pour essayer de voir quel message délivrer les entreprises françaises aux consommateurs au regard des attentes sociétales dont fait partie l'environnement. Et en fait, on est arrivé à plus de 300 démarches identifiées
C'est-à-dire, on a relevé tout ce qui était sur les barquettes et on a regardé quelle est l'histoire que raconte la filière, dont une partie parle de la dimension environnementale. Donc, pour nous, en tant qu'interprofession, la difficulté, c'est de donner un message collectif commun qui soit lisible. Parce que quand vous avez 300 démarches, 300 messages, pour trouver une cohérence, pour expliquer aux consommateurs quel est notre objectif, c'est un peu plus compliqué. Donc, par rapport à ça, au sein du plan de filière, nous, on a pris le parti pris de dire, bon, nous, on souhaite avoir une approche collective, donner un message collectif et une lisibilité de l'effort qui doit être fait au sein de la filière. Donc, par rapport à ça, on a donc plutôt parlé de redéfinition de la segmentation du marché. On a un débat en interne de dire, ouais, mais on nous parle d'étiquetage environnemental, d'étiquetage bien-être, d'étiquetage social, d'étiquetage énergie. Là aussi, on a un gros débat de se dire, mais à un moment donné, il faudrait quand même arriver à avoir une stratégie collective de délivrance de messages aux consommateurs qui intègre un peu toutes ces dimensions pour éviter d'avoir 3 étiquettes sur une barquette. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution. On pensait plutôt capitaliser sur les signes officiels de qualité et compléter les cahiers des charges à partir de ces dimensions d'attente sociétale, dont l'environnement. Et par rapport à ça, pour l'instant, on est en discussion sur cette redéfinition des cahiers des charges, mais la traduction collective des efforts à faire sur l'aspect environnemental, pour l'instant, on est encore à la phase de l'élaboration. Toujours dans le plan de filière, pour essayer de mobiliser les professionnels sur ces dimensions d'attente sociétale dont fait partie l'environnement, on a mis en avant une notion de charte collective. Dans la charte collective, pour essayer d'accrocher les professionnels sur les efforts à faire, notamment sur l'environnement, je prendrai des exemples concrets sur l'environnement, on dit il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est la faisabilité technique d'un effort qui est demandé sur un critère donné. Donc ça, on fait appel à l'IFIP. Je pense qu'il y a eu des exemples qui ont été donnés tout à l'heure par notamment Patrick Chevillon sur la consommation d'eau, consommation d'énergie. Je pense que là-dessus, il y a besoin d'objectiver quel est l'effort que l'on veut faire et quelles sont les conditions de succès d'un point de vue technique. Et de suite après, les professionnels disent, OK, on peut avoir un effort, quel que soit le critère, mais par contre, il faut aussi derrière une objectivation économique. C'est-à-dire, on nous demande de faire mieux sur une thématique, mais quel sera le coût pour l'éleveur, quel sera le coût pour l'entreprise, quel sera le coût pour la filière, de manière à ce qu'à un moment donné, il puisse y avoir une rémunération de l'effort, parce que on ne va pas se faire d'illusions, s'il n'y a pas un accompagnement économique des efforts qui sont demandés, ce sera difficile de les mettre en œuvre. Donc, sur les thèmes qui sont privilégiés dans le plan de filière, donc c'est vrai qu'on a mis prioritairement tout ce qui est énergie. Donc, l'illustration de ce qu'a présenté Patrick Chevillon pour nous est un axe que l'on voudrait renforcer à tous les stades de la filière, c'est-à-dire la méthodologie est la même, c'est-à-dire aller sur le terrain, voir ce qui se passe en matière de consommation énergétique, se faire un référentiel pour avoir un peu un T0, pour avoir la ligne de flottaison d'où on part, et à partir de là, de voir quelles sont les voies possibles d'amélioration au regard déjà du différentiel entre les entreprises, mais aussi par rapport à de nouvelles pratiques. La consommation d'eau telle que l'a présenté Patrick, on a été assez étonné du résultat de voir une consommation qui va de 1 à 4 en fonction des entreprises, ce qui montre que déjà spontanément, en fonction du comparatif des pratiques, on a déjà une première marge de manœuvre, et puis ensuite avoir, à travers des travaux que vous avez présentés, utiliser des résultats de recherche pour justement modifier les pratiques et améliorer les résultats. Donc sur l'énergie, sur les déchets, c'est un point aussi important que l'on souhaite développer. Objectiver quels sont les déchets générés aux différents stades de la filière. Alors il y a déjà des travaux qui ont été faits, que ce soit sur l'élevage, sur l'aliment de bétail, mais aussi sur la partie plus aval de la filière. Donc là-dessus, on souhaite pouvoir arriver toujours dans la même méthodologie, objectiver quels sont les niveaux de production des déchets aux différents stades de la filière, créer un référentiel et voir quelles sont les voies possibles d'amélioration pour limiter les déchets issus de la filière. Après, sur les impacts environnementaux, c'est vrai qu'on a plus parlé de l'aspect élevage, et je pense que l'approche est la même pour les autres filières. Donc, on est en train de discuter avec les fédérations. Alors, on est au tout début pour essayer de fixer la manière dont on pourra avancer, mais au niveau de chaque maillon, sur les impacts environnementaux, on souhaite également partir de la même méthodologie, à savoir créer un référentiel, savoir quel est le point zéro et voir comment on peut améliorer les choses. On
On a développé ce type de démarche, notamment sur la consommation d'antibiotiques dans le sanitaire. On est en train de le faire également sur la biosécurité. Donc, on reste dans la même logique, c'est-à-dire constitution de référentiels par rapport aux pratiques existantes. Et à partir de là, quelles sont les voies de progrès qu'on peut accompagner et proposer. Et au-delà de cet effort, ensuite, on reste sensible au fait de donner une lisibilité de ces efforts, mais d'un point de vue collectif. Je reviens aux 300 démarches qui derrière génèrent un message qui est complètement inaudible auprès du consommateur, et on reste attaché au niveau de l'interprofession à l'issue de ces efforts de parvenir à donner une lisibilité collective aux consommateurs. Alors, il y a ce qui existe, on a parlé, il y a Agribalise, il y a toute une série de Nutri-Score, il y a toute une série d'outils qui existent dans toutes les thématiques. Il y a besoin d'un effort de réflexion au sein des professionnels peut-être pour s'approprier ces outils, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément le cas à 100%. Alors est-ce qu'il faut le retraduire dans d'autres langages appropriés aux consommateurs, des professionnels? Je ne sais pas si c'est des logos, si c'est des démarches officielles de qualité. Là aussi, on a une réflexion, mais on est très attaché à travers les efforts qui seront faits collectivement par la filière, de le transcrire dans une lisibilité collective. Après, il y aura deux voies. Soit on arrive à tracer cette voie collective et cette lisibilité collective, soit on retombera dans les démarches individuelles des entreprises dans lesquelles je ne reviens pas sur la pertinence de la lisibilité auprès des consommateurs. Voilà ce que moi je souhaitais vous dire par rapport aux réflexions. Alors j'ai conscience qu'on n'est pas forcément très avancé sur cette dimension environnementale sur un plan collectif. Je rappelle qu'on a plutôt mobilisé les efforts collectifs sur d'autres thématiques et je reviens pas sur le sanitaire. Mais on est en fait face à un puzzle où on essaye de récupérer toutes les pièces du puzzle pour arriver justement à bâtir cette stratégie collective. Merci Didier.